Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Nous sommes samedi 24 avril 2021. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce journal qui vous est présenté par Bob Rugurika. Les principaux titres de ce journal. 2 personnes tuées en province et commune et Ruyigi. Des accusations de sorcellerie seraient à l'origine de cette insécurité. Vous aurez le point dans ce journal. En province de Chibitoke, commune et Buganda, un vieil homme est décédé dans les cachots de la commune Buganda après des tortures lui infligées par les miliciens Imbonerakure. Et puis visite du directeur général du Haut Commissariat pour les réfugiés dans la région. Après la RDC, Filippo Grandi se trouve ce samedi au Rwanda avant de se rendre au Burundi le mardi prochain. Débutons ce journal par la page coopération. Le patron du Haut Commissariat pour les réfugiés est en tournée dans la région des Grands Lacs et après une visite en République démocratique du Congo, M. Filippo Grandi s'est rendu ce samedi au Rwanda où il aura un entretien avec le chef de l'État Paul Kagame. D'après des informations fiables, après Kigali, il se rendra au Burundi. Les mêmes sources signalent que les réfugiés burundais dans les camps des réfugiés de la région n'auront pas la chance d'être visités par le numéro 1 du HCR. Nous y reviendrons. Une triste nouvelle qui nous parvient en ce moment même dans les studios de la RPA. Mort inopinée du général-major Cyril Ndayirukiye, selon ses co-détenus à la prison centrale de Gitega où il venait de passer quelques années. Les raisons de cette mort ne sont pas encore élucidées. Cyril Ndayirukiye était parmi l'un des plus hauts gradés de l'armée burundaise. Il avait été également ministre de la Défense. Et puis, page et sécurité de ce journal. 2 habitants de la commune de la colline Nyagutoha en commune et province Ruyigi ont été tués à l'aide des machettes la nuit de ce vendredi à samedi. Selon les informations en provenance de cette localité, les auteurs du crime ont également lancé une grenade devant le ménage des victimes. Des soupçons de sorcellerie seraient derrière ce crime. Le point avec Francine Mahoro. Les victimes tuées étant déjà connues sous le nom de Merkia de Gihonvola ainsi que son épouse. Son couple a été assassiné à la machette la nuit de ce vendredi aux environs de minuit. Selon les voisins, les 2 victimes assassinées avaient reçu des menaces de mort ces derniers jours. Nos sources indiquent que des tracts sur lesquels étaient écrites des accusations de sorcellerie ont été découverts devant le ménage de ces 2 victimes. Les administratifs à la base indiquent qu'elles, si présumées coupables, ont déjà été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Les voisins des victimes révèlent que les auteurs de son crime ont lancé une grenade devant le ménage des victimes. L'objectif était d'intimider les voisins qui tenteraient de secourir les victimes. Merci à Francine Mahoro. Poursuivons ce journal avec la page sécurité. Un vieil homme de la commune Buganda en province de Chibitoke est décédé jeudi dernier au cachot communal où il était incarcéré injustement par l'administrateur de cette commune. Il avait été emprisonné après les bastonnades lui infligées par les Imbonerakure. L'administrateur de la commune est accusé d'avoir refusé l'assistance à la victime malgré les alertes de ses co-détenus, des policiers et même de la famille. Jean-Marie Lukundo nous en dit plus. La victime répondait au nom de Eliezer Nahimana, âgé de 76 ans. Jeudi dernier, des Imbonerakure de Gasenyi qui participaient dans les travaux communautaires ont voulu scinder en 2 la parcelle du septuagénaire Eliezer Nahimana. Ce dernier ne s'y est pas opposé, mais leur a demandé de procéder lui-même à cette opération afin qu'il puisse protéger sa maison. Si vous creusez cette canalisation de telle manière, l'eau pourrait déborder et pénétrer à l'intérieur de ma maison. Laissez-moi construire moi-même cette canalisation en utilisant du sable, du moellon et du ciment afin de protéger ma maison et celle des autres. Ces Imbonerakure se sont alors confiés à l'administrateur communal qui a aussitôt ordonné l'emprisonnement de ce vieil homme. Pour l'amener au cachot, les Imbonerakure le frappaient sérieusement. Ils l'ont aussitôt arrêté, sans aucune autre forme de procès, et l'ont amené au cachot tout en le tabassant. Ils ont ainsi ouvert la porte du cachot, où ils l'ont jeté brutalement comme un chien sans propriétaire.
Les informations en provenance de Gasseni indiquent que ce vieillard a été incarcéré vers 8 heures et après un certain temps, sa santé commençait à se détériorer. Vers 10 heures, ces co-détenus ont alerté pour demander secours à la victime. Les policiers les ont emboîté le pas, mais l'administrateur a fait sourde oreille pour permettre l'assistance à ce vieillard. La famille de la victime a également approché l'administrateur, mais a toujours manifesté sa méfiance. Les sources de la RPA au sein de la police révèlent que l'administrateur communal est arrivé au cachot vers 15 heures, alors que le vieil homme agonisait déjà. Dès qu'il est remis dans les mains des médecins, le vieil Eliezer Nahimana a rendu son âme. D'aucuns regrettent la mort de ce vieillard en commune Buganda. Une mort endossée à l'administrateur Pamphile Hakizimana que la population reproche de dictature et d'autres mots connexes. Nous y reviendrons. Merci également à toi Jean-Marie Rukundo. Parlons justice à présent. L'intervention du porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sur l'affaire de la femme du quartier de Tcharama accusée de maltraiter un enfant qu'elle a adopté présente des zones d'ombre et de contradiction. Au cours d'une même conférence de presse tenue le mercredi, Pierre Ngourikié a nié d'une part que l'agression ait été consommée et de l'autre, il affirme que les photographies illustrant les coups et blessures reçues par le même enfant ne sont pas récentes. Le point avec Aimable Nishimwe. Dans l'objectif de suspendre son lundi l'audience sur le dossier de Rebecca Sibomana, le procureur, près le paquet de Nahangwa Donat Nyosaba, a évoqué le montage à l'égard de la présumée auteure. 2 jours après, au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi, le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a soutenu cette version selon laquelle Domae Bigirindaji n'a pas été physiquement maltraité. Après l'avoir arrêté, la police a remarqué que l'enfant n'avait aucune cicatrice, aucun signe ne montrait que l'enfant avait été battu. À la même occasion, Pierre Ngourikié n'a pas contesté l'authenticité des photographies illustrant les coups et blessures reçus par Domae Bigirindaji. Mais cette autorité s'est plutôt contentée de déclarer que les images publiées sur la toile ne sont pas d'actualité. La police l'avait arrêté pour la même infraction et remise à la justice. Par après, elle a été acquittée. Le constat que nous avons fait est que les photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux datent de longtemps. Autre chose, l'enfant aurait été photographié à l'insu et à l'absence de la femme par d'autres personnes qui se seraient entretenues avec les domestiques. Ces personnes avaient l'intention de discréditer cette femme. L'époque à laquelle faisons allusion Pierre Ngourikié est l'année 2020 et la femme était poursuivie pour avoir maltraité Domaël qui n'avait alors que 5 mois. La question que se posent beaucoup de personnes est de savoir si la police aurait à cette époque dissimulé à la justice ces images qui pouvaient servir de pièce à conviction pour inculper Rebecca Sibomana. L'autre chose aberrante, c'est comment cette autorité avance que, sur ces photos, Maë avait 5 mois au moment où celle-ci montre son nourrisson en train de marcher. Une courte pause et nous entamons la page politique de ce journal. RPA. Le ministre de l'Intérieur et du Développement communautaire et de la Sécurité, Gervais Ndirakobucha, annule toutes les décisions prises au sein des congrès communaux déjà organisés par le parti UPRONA. Saisi par des membres de ce parti, le ministre de l'Intérieur, à travers une correspondance envoyée ce vendredi aux représentants du parti UPRONA, indique que ces congrès violent les statuts du parti et de souligner que cette décision a été prise après avoir constaté qu'il y a eu exclusion de certains membres dans la préparation et la participation au cours de ces congrès communaux. Le ministre Ndirakobucha a aussi annulé tous les congrès communaux en préparation et ce jusqu'à nouvel ordre selon sa correspondance. Parlons environnement à présent. Tous les habitants des zones basses sont actuellement à risque, menacés par les débordements du lac Tanganyika. C'est l'avis d'un urbaniste. Pour Nestor Nyungeko, personne n'est en mesure de bloquer le courant actuel des eaux du lac Tanganyika qui ont inondé plusieurs localités depuis déjà 2 semaines. L'urbaniste conseille plutôt à toutes les personnes touchées et celles à risque de déménager pour éviter que le pire ne leur arrive. Suivez. C'est
vrai qu'on a appris qu'il y a des gens qui sont en train d'essayer de bloquer les eaux du lac dans leur ménage en utilisant des matériaux rudimentaires pour qu'elles puissent éviter que les eaux pénètrent à l'intérieur de leur maison. Bon, dire qu'ils parviendront vraiment, ça, je ne peux pas accepter. C'est impossible. Comment on peut bloquer les eaux du lac Tanganyika? Même les eaux d'un petit ruisseau, si ça déborde, si ça vous attaque dans les maisons ou dans les quartiers, il est difficile de pouvoir bloquer. Aujourd'hui, la seule solution est de déménager ces endroits pour éviter le pire. Même le gouvernement ne peut pas empêcher les eaux du lac Tanganyika de monter avec quels moyens. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de matériel pour éviter le débordement dans le lac tel que nous l'observons pour le moment. L'urbaniste Nestor Niungeko appelle également le gouvernement burundais à la mobilisation des fonds d'urgence pour aider dans la relocalisation des personnes à risque. Pour sauver des vies, le gouvernement devrait s'imposer, estime Nestor Niungeko. Le gouvernement doit préparer les endroits où ces gens doivent être relocalisés, donc recasés, et essayer de sensibiliser les industriels, les gens qui ont des business dans cette zone-là menacée, de leur convaincre de partir parce que leurs équipements, leurs usines qu'ils ont implantées là-bas risquent d'être envahis par les eaux du lac Tanganyika. Donc le gouvernement doit les convaincre, il doit les obliger même de partir pour éviter le pire. Parce que ces phénomènes naturels, les tsunamis que vous entendez ici et là, dans une nuit, ils peuvent envahir toute la ville si on n'a pas fait une surveillance sérieuse. Par exemple, de la montée de ces eaux du lac Tanganyika, un jour ou l'autre, dans une nuit, on peut se retrouver envahi par ces eaux et il sera tard de pouvoir fuir de ces agressions du lac Tanganyika. Aussi, je crois que le gouvernement doit commencer à faire appel au secours en direction des bienfaiteurs et des bailleurs de fonds pour constituer des fonds de réinstallation et d'indemnisation des victimes. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont perdu beaucoup. Il y en a qui ont perdu des maisons, il y en a qui ont perdu leur business. Donc, le gouvernement doit penser déjà à couvrir des frais de réinstallation et d'indemnisation de ces victimes qui sont aujourd'hui élevées et qui continuent aussi à être élevées parce que le phénomène continue à s'observer. Donc, le gouvernement doit vraiment être vigilant et procéder à une surveillance rigoureuse de la montée de ces eaux du lac Tanganyika et essayer de protéger sa population au fur et à mesure que les agressions s'observent. La montée des eaux du lac Tanganyika a déjà touché de milliers de familles de 4 différentes provinces qui touchent le lac Tanganyika. Maisons d'habitation, de bureaux et des infrastructures publiques sont envahies par ces eaux du lac. Dans certaines localités comme Kadjaga, pour circuler dans les rues du quartier, les gens font recours à des petites pirogues. Page gouvernance de ce journal. Les infrastructures routières du Burundi sont au bord de la ruine. Des ponts s'effondrent l'un après l'autre. Aujourd'hui, plus de 15 ponts à travers tout le pays sont menacés ou se sont complètement écroulés. Plus de 10 ponts concernés sont sur les routes nationales. Le point avec Dani Claire, il la trouve. L'une des principales infrastructures routières actuellement hors usage que la RPA a pu inventorier, c'est la route Kayanza-Kanyaru. Cette route reliée Kayanza à la frontière burundo-rwandaise dite Kanyaruho est impraticable depuis le 3 mars dernier. Le pont de la rivière Kayave en commune Busiga de la province Ngozi à seulement 10 km de la frontière s'est également effondré. Le pont de la rivière Kamesa, c'est sur la RN7 au niveau de la zone Musaga, en mairie de Bujumbura, s'est effondré il y a plus d'une année. Depuis mars 2020, cette route qui passe tout près de la résidence dans certains Ruhara a été abandonnée. Aujourd'hui, l'on utilise une autre en terre battue. L'artère qui lie la mairie de Bujumbura à la province Bubanza, la RN9, a connu l'embrasement du trafic au mois de mars. Plus précisément, en date du 9 mars, le pont de la rivière Mulago s'est complètement effondré. Les travaux de réhabilitation ont débuté le 18 mars. Ils ont commencé par les travaux de déviation pour permettre la reprise du trafic, tout au moins pour les véhicules légers. La route nationale numéro 2, Bugarama-Gitega, s'est fractionnée en deux sur la partie reliée à la zone Bugarama à la commune de Muramvia au niveau de la colline Mhehe. La fracture a été constatée dans la nuit du 18 novembre 2020. Durant plus d'une semaine, le trafic n'était pas possible sur cette route. Comme travaux de réhabilitation, il n'a été installé que des buses avec des gabillons pour les soutenir. Aujourd'hui, 2 véhicules lourds ne peuvent pas s'y croiser. Les usagers craignent un nouvel effondrement. La menace d'effondrement pèse également sur la RN3. Sur cette route nationale, 3 ponts sont particulièrement menacés de Bujumbura vers Rumonge. Un pont à Magara, un autre au-dessus de la rivière Dana et le 3e pont se situe à Karonda. Sur la route nationale numéro 11,
De Mabanda à Makamba, les ponts les plus menacés, c'est notamment le pont Mugobwa, séparant les communes Mabanda et Makamba, le pont Lukoziri, ainsi que le pont Luyezi à l'entrée du chef-lieu de la province Makamba. Hormis les ponts sur les routes nationales, il y a aussi les ponts Rodia, les communes qui se sont déjà effondrées ou sont menacées d'effondrement. L'on citerait le pont de la rivière Mutsindozi en province Makamba. Ce pont s'est effondré dans l'après-midi de ce vendredi. Il a failli ôter la vie à messieurs Michiteret et Salvatore du diocèse de Bururi qui passaient dessus à bord de son véhicule. Pas plus tard que jeudi, 2 ponts s'étaient effondrés dans 2 localités différentes. Il s'agit du pont au-dessus de la rivière Kayave qui, depuis l'effondrement d'un autre pont sur la même rivière du côté de Maramurundi, assurait la liaison entre la commune Kayanza et la commune Kabarore de la province Kayanza. Le pont s'est effondré alors qu'un camion poids lourd passait dessus. Le deuxième pont qui s'est effondré ce jeudi est le pont Rodia des communes Ndava, Busongo et Rugunga en commune Gihanga de la province Bubanza. Il s'est également effondré alors qu'un véhicule passait dessus. En province Muramvya, c'est le pont Rodia à la commune Busimbi, à la commune Gisagara qui s'est effondré depuis bientôt 3 mois. Ce pont était beaucoup utilisé pour le transport de marchandises, en l'occurrence les produits marocains plus abondants à Musimba. Il y a eu également l'effondrement du pont Rodia à la colline Gassaba de la zone Nyabigina à la zone Kabonga, tout de la même commune Nyanzarake en province Makamba. Le pont s'est effondré en ce mois d'avril, coupant ainsi la liaison entre Nyanzarake et Kagunga en Tanzanie. Ils ont également près d'une dizaine de ponts menacés d'effondrement à Gitega. Merci à toi, Dani Claire. Parlons toujours de gouvernance. Paralysie des activités de la zone Erukaramo en commune Mutimbuzi. Nous sommes en province de Bujumbura. Et pour cause, accusé de complicité d'assassinat sur la personne du directeur du lycée Erukaramo, le chef de zone est locataire de la prison centrale de Mimba depuis 2 mois et n'a jamais été remplacé dans ses fonctions. La population demande que cette zone soit dotée d'une nouvelle autorité pouvant répondre à leurs besoins. Témoignage d'un citoyen de la zone Erukaramo qui s'est confié à la RPA. abanyagihugu bo muri zone ya Rukaramu dufise ikibazo gikomeye cyane kubera ko kugeza ino saha tudafise umuntu ashobora kuba yo bari karagenda. Nous, les habitants de la zone Rukaramu, avons un problème très sérieux car jusqu'à présent, nous n'avons pas quelqu'un qui peut répondre à nos doléances dans la zone. C'est après l'emprisonnement de l'ancien chef de zone Leonidas Nibigir, poursuivi pour le dossier de l'assassinat de l'ancien directeur du lycée Rukaramu, accusé de complicité dans ce crime. Il est incarcéré depuis le 24 février et ça fait déjà 2 mois. Nous n'avons pas quelqu'un pour répondre à nos sollicitations auprès de la zone, notamment à ce qui est dans l'enregistrement des parcelles. C'est le conseiller de l'administrateur du nom de Joël Habiyambere, chargé des affaires sociales et du développement de la commune, qui avait pris la relève pour assurer l'intérim. Mais il n'a pas d'autant dans la mesure où il a d'autres obligations qu'il doit accomplir à la commune. C'est pour cette raison que nous sommes chaque fois déstabilisés, ne sachant à qui nous adresser. Cette paralysie pousse certains habitants à se rendre au bureau communal, mais il est situé très loin. Donc, nous demandons à l'administrateur et au conseil communal de s'activer pour le remplacement de ce chef de zone. Même s'il est pour le moment dans les mains de la justice, la population a toujours besoin d'un responsable pour coordonner les activités. Gouvernance toujours. Les enseignants et les parents d'élèves de l'Ecofobuheka, zone Kazirabageni en commune Nyanzarake de la province Makamba, dénoncent les constructions des boutiques et bistrots dans les enceintes de la dite école. Des constructions entreprises en toute violation de la loi par ceux-là même qui devraient assurer la protection de ce domaine de l'État, dont les responsables collinaires et la direction de l'école. Le point avec Eric Niyonzima. Au total, 7 parcelles du domaine de l'école fondamentale Buheka
Sida de la zone Kazirabageni en commune Nyanzarake ont été déjà distribuées aux particuliers. 3 parmi les 7 parcelles ont été construites. La première construction est en bistron, tandis que les 2 autres servent de boutique. Les 7 parcelles, y compris celles qui n'ont pas encore été construites, sont toutes sur une même ligne, parallèles à un bloc de salle de classe situé à moins de 2 mètres de ces boutiques. Nos sources bien informées citent parmi les bénéficiaires de ces parcelles le chef de la colline Buheka, Célestin Bukuru, des élites collinaires qui sont Honorine Nyarenda et le nommé Karenzo. Les enseignants et les parents des élèves de l'Ikofo Buheka 1 indiquent que ces parcelles ont été octroyées en violation de la loi, car les salles de classe ne peuvent en aucun cas cohabiter avec des bistrons et boutiques. Ils regrettent aussi que l'école ne pourra pas, en cas de besoin, agrandir ces bâtiments, car ces boutiques sont presque attachées au mur des salles de classe. Ils se disent aussi consternés parce que ce qui devrait assurer la protection de ce domaine de l'État dont les responsables collinaires et la direction de l'école sont les mêmes qui sont en train de s'attribuer les parcelles. En tant que parents et habitants de cette localité, nous sommes vraiment attristés par le comportement de ces responsables, dont le directeur de l'Ikofo Buheka 1 et le chef collinaire. Ces derniers, au lieu d'assurer la protection de cette école et de ce domaine de l'État, ils sont en train de spolier ces parcelles au grand jour et en violation de la loi. Nous leur avons demandé d'arrêter de construire dans un domaine de l'école, mais ils ont fait sourd d'oreille. Ce sont nos enfants qui vont en souffrir. Les enseignants et les parents des élèves de l'Ikofo Buheka 1 s'indignent du comportement actuel de ces responsables qui, au départ, avaient refusé à l'association des personnes vivant avec handicap d'installer un atelier de couture. Il y a une association de personnes en situation de handicap qui avait voulu y implanter un atelier de couture, mais il a été chassé par le comité des parents, dirigé par les mêmes responsables qui sont en train de spolier ces parcelles de l'État. Nous ne comprenons pas pourquoi ils les ont empêchés d'y installer leurs machines de couture et aujourd'hui, ils sont en train de construire des boutiques dans ce même domaine. C'est vraiment triste. Ces habitants de la colline Buheka demandent aux responsables provinciaux de l'éducation et ceux du ministère de l'Éducation nationale d'effectuer une descente à cette école pour s'enquérir de la situation. Entre-temps, dans sa correspondance du 30 mars 2021, adressée au gouverneur provincial, Jevin de Yakobucha, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, leur a demandé d'interdire toute location d'une partie des infrastructures scolaires entreprises par certains responsables des établissements à des fins financières, mettant de côté le droit et le bien-être des élèves qui ont besoin d'un calme environnant pour une bonne concentration. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Marie-Gorette Inarukundo, administrateur de la commune Nyanzarake, ainsi que les responsables communaux de l'enseignement pour le plus ample éclaircissement sur ce sujet. Merci à toi, Eric Nyonzima. Une courte pause et nous parlons santé. RPA. La mairie de Bujumbura se classe dernier sur toutes les provinces du pays dans le programme de prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant. Dans une réunion des organisations qui interviennent dans ce domaine, il a été démontré que la mairie ne répond à ce programme de prévention qu'à seulement 58%, alors que la province de Mwaro, par exemple, vient en tête avec 97%. Quant au taux de séroprévalence, les chiffres ne cessent de se gonfler en mairie de Bujumbura parce que certains patients et surtout des jeunes se montrent réticents dans la prise des médicaments. Suivez le docteur Désiré Ndouimana, directeur du programme national de lutte contre le sida. En mairie de Bujumbura, la séroprévalence est très élevée par rapport aux autres provinces. Parce que vous le savez, nous avons la moyenne nationale de 0,9%. Mais alors qu'à mairie de Bujumbura, on est déjà à 2,6%. Et puis, d'une manière générale, pour les femmes enceintes, mais aussi les enfants, nous observons qu'il y a encore des défis. Il y a encore des défis par rapport à la situation générale du pays, parce que nous observons encore les femmes enceintes qui ne viennent pas en consultation prénatale. Et nous observons encore les femmes qui viennent en consultation prénatale, mais qui ne sont pas dépistées au VIH/SIDA. Comme vous l'avez vu dans les chiffres, nous observons encore, pour ce qui est de l'élimination de la transmission du VIH/SIDA, il y a encore les chiffres qu'on n'a pas encore atteints, même si vraiment nous sommes avancés parce qu'actuellement, à 90%,
l'enfant peut naître sans VIH. Mais quand même, il y a d'autres pourcentages où les enfants naissent encore séropositifs. Et les moments de transmission, c'était soit au cours de la grossesse, mais aussi après accouchement au cours de l'allaitement. Vous voyez alors qu'il y a encore des défis et qu'aujourd'hui, l'objectif était de réfléchir comment renverser cette tendance et arriver réellement à 0 naissance d'enfants séropositifs, mais aussi arriver à pouvoir éliminer cette transmission du VIH de la mère à l'enfant, comme c'est vraiment notre objectif. Page de société et économie de ce journal. Pénurie de l'hamster dans plusieurs provinces du pays depuis plus de 2 semaines. Les habitants indiquent que là où cette boisson est disponible, elle se vend à un prix exorbitant. Selon les sources de la RPA, le manque de devises serait à la base de cette carence. Plus de détails avec Elvis Nyomungere. Trouver de l'hamster dans la capitale politique de Kitega relève aujourd'hui du parcours du combattant. Là où ce produit est disponible, il s'achète entre 2200 et 2500 francs burundais, alors que le prix officiel est de 1800 la bouteille. Même son de cloche dans les provinces du nord du pays, que ce soit en Ngozi, Kayanza ou Muyinga. En province de Ngozi, c'était pénurie perdue car il a commencé à se manifester depuis la fête de Pâques. Les provinces du sud ne sont pas non plus épargnées par cette carence. Les commerçants de Makaba et Sedortana qui se sont entretenus avec la RPA disent avoir eux aussi du mal à se procurer ce produit. Ces derniers ajoutent que parfois, ils parcourent de longues distances à la recherche de cette boisson, ce qui fait qu'ils dépensent plus d'argent pour s'en procurer, d'où cette hausse du prix à la bouteille. Les informations en provenance de la brandie font savoir que rien n'a changé de leur côté, donc ils ne s'expliquent pas le pourquoi de cette pénurie. Néanmoins, une des sources de la RPA au sein de cette entreprise révèle que, en vue de se procurer les devises qui sont de plus en plus rares au pays, la brandie vendrait une bonne partie de sa production d'hamster à certains pays voisins du Burundi. Merci à toi, Hervis. Hors de nos frontières à présent, les réfugiés burundais du camp de Rusenda en République démocratique du Congo éprouvent des difficultés pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Ils peuvent passer 3 mois ou plus même sans être assistés. Plus cette assistance offerte en devise leur est remise en monnaie locale, mais à un taux qui ne correspond pas au taux réel des devises dans ce pays. Suivez plutôt un des réfugiés burundais qui s'est entretenu avec nos collègues. En ce qui concerne la ration alimentaire au camp de Lusenda, les rendez-vous pour la distribution ne sont jamais respectés. Des fois, on peut passer 2, 3 ou plusieurs mois sans être assisté. L'argent qui nous est destiné pour la ration est en devise, mais on nous la donne en monnaie locale. Le problème se situe au niveau du change car le taux est trop bas comparativement au taux de la Banque centrale de la RDC. Nous constatons que même quand le taux de change monte au niveau national, les calculs restent les mêmes pour nous. Cela nous cause des problèmes car les prix des denrées alimentaires montent sur le marché en fonction de la montée de la valeur du dollar au moment où l'argent qu'on nous donne en monnaie locale ne change pas. Par exemple, au mois de janvier et février, on nous a donné pour les 2 mois 39 000 francs congolais, c'est-à-dire 24 $ américains, mais cela n'est pas correct comparativement au taux de la Banque centrale. Une courte pause et nous clôturons ce journal par le magazine Au cœur de la société. Je vous le disais, dans le magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui, nous vous parlons de la situation des réfugiés burundais en rapport avec la vaccination contre la Covid-19 à plus d'un mois du démarrage de la campagne au Rwanda. Josine Kazé pour la synergie des médias. Au cœur de la société. Le Rwanda fait partie des pays qui ont pris les devants dans la vaccination de première heure de sa population contre la Covid-19. Avec une population d'environ 13 200 000 habitants selon les Nations Unies, ce pays de la communauté est-africaine héberge plus de 128 000 réfugiés et demandeurs d'asile, dont 53 000 Burundais. Quelle est la situation de ces derniers avec la vaccination contre la Covid-19 ?
C'est ce que nous allons voir dans ce mini-magazine au cœur de la société du 24 avril 2021. À la présentation, c'est Josine Kadze. Bienvenue dans ce mini-magazine de la synergie des médias. Jusqu'au 20 avril 2021, le Rwanda a vacciné 349 702 habitants contre la COVID-19 selon les statistiques du Rwanda Biomedical Center. Le HCR s'est réjoui de voir que le pays a inclus les réfugiés et les demandeurs d'asile au début de la campagne. Plus de 416 réfugiés et demandeurs d'asile, dont ceux œuvrant en première ligne de la pandémie dans différents camps, ont reçu leur première dose de vaccin en mars dernier. Dans le camp de Mahama, qui comptait plus de 47 000 réfugiés au 31 mars, certains réfugiés, à l'instar de celui-ci, attendent avec impatience ce vaccin. On entend dans les autres cas de réfugiés, par exemple le cas de transit des réfugiés libyens, on a déjà commencé à vacciner certains parmi les réfugiés qui sont là. Mais nous, dans notre cas de réfugiés de Mahama, le vaccin n'a pas encore arrivé, mais nous attendons avec courage ce vaccin du Covid-19 et nous sommes prêts à recevoir ce vaccin du Covid-19 et à être vaccinés. Le président du comité des réfugiés burundais de Mahama, Jean Bosco Kwibishatse, espère que leur tour viendra. Twebwe hano mu nkambi ya Mahama kugeza ubu iyo programme ngira ngo nkuko iri mu gihugu cyose ariko twebwe ino ntiturashikirwa. Le programme de vaccination contre la COVID-19 est national, mais ici, dans le camp de réfugiés de Maham, on ne nous a rien dit jusqu'ici. Mais nous avons l'espoir et nous demandons que l'on pense également à nous comme la pandémie est partout. Ça nous permettrait de nous protéger, donc nous attendons peut-être qu'ils sont en train de faire des analyses pour que nous puissions nous aussi être vaccinés. Turizeye ko ngira ngo bikiri mu nteguro bariko bariga ingene bizogenda. Selon la porte-parole du HCR au Rwanda, Elise Vilchelan, tous les réfugiés basés au Rwanda, y compris les réfugiés burundais, ne seront pas mis à l'écart. Seulement, ils devront se conformer au programme de vaccination et de priorisation déjà établi par le Rwanda. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Rwanda envisage de vacciner un tiers de sa population au cours de l'année 2021. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Nous nous sommes focalisés sur la vaccination contre la COVID-19 au sein des Burundais réfugiés au Rwanda. À la présentation du mini-magazine, c'était Josine Kadze. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable écoute. Merci à mes collègues de la rédaction et de la technique. Prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien et restez prudents.